métropole. On arrive pas loin des fêtes. Dites-moi, c'est quoi votre rêve en politique, Xavier Pénicaud? Mon rêve? Ah ben oui. Alors, j'avoue que j'ai une approche qui est assez simple, c'est à chaque étape d'essayer d'être là où je peux être le plus utile. Et je pense que c'est pas. Je ne fais pas vraiment de plan sur la comète, là-dessus j'ai pas un objectif, je me rase. Par exemple, il y a des choses qui ne m'intéressent pas, par exemple. Ouais. Je peux vous dire que par exemple, je ne m'imagine pas. Je ne fais pas partie de ceux qui se rêvent à la présidence de la République, parce que je pense que c'est une vie absolument affreuse. Donc vous rêvez où? Allez, mais je vous répondrai plus sur là où en politique, je pense que dans l'avenir, on peut le mieux changer la vie des gens. Il y a bien entendu l'échelon municipal qui est sans doute le plus beau des mandats parce qu'il est le plus humain, le plus proche. Mais là où on peut le plus changer les choses, c'est à 3 échelons à mon avis. C'est l'échelon métropolitain et communautaire, d'une part. C'est l'échelon régional, d'autre part. Et je suis très heureux de pouvoir on y reviendra. y apporter ma petite pierre à l'édifice. Et l'échelon européen. Si demain je devais rêver de quelque chose, je pense que c'est sur ces 3 niveaux-là, ces 3 échelons-là où je pense qu'on peut le plus changer la vie des gens. Malheureusement, sans qu'ils s'en rendent compte, et c'est là où je pense que c'est très important aujourd'hui dans la façon dont on construit nos politiques sur ces échelons-là, qui paraissent très loin des citoyens, qu'on les rende beaucoup plus palpables, beaucoup plus incarnés et beaucoup plus en contact direct avec le terrain. Mais pour ça, il faut se battre. Je vais vous raconter une anecdote comme élu régional. J'ai demandé à plusieurs reprises aux communes sur lesquelles je suis élu, auprès desquelles je représente l'Assemblée régionale, de pouvoir avoir accès à une salle associative pour pouvoir faire de la pédagogie, expliquer ce que l'on fait, faire du compte-rendu de mandat. Eh bien, il faut savoir que ça m'a été refusé systématiquement. Et ça, c'est extrêmement dommage. Bon, alors, à bon entendeur, salut. Les maires qui ont refusé à François-Xavier Pénicaud, élu régional, eh bien, d'expliquer ce que c'était que la politique régionale, faites-moi plaisir, dites-lui oui. François-Xavier Pénicaud, donc vous êtes président du MoDem à Lyon, en métropole comme dans le Rhône, hein, vous n'avez pas séparé les deux. Vous avez été élu sur les listes de Laurent Wauquiez. Je crois d'ailleurs que vous êtes vice-président d'une commission, la commission formation continue et apprentissage. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est une histoire de famille? Votre tante, là, on m'a dit que votre tante, c'était la ministre Pénicaud. En plus, vous portez le même nom. Dites-nous. Oui, c'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle, effectivement. C'est très amusant, on en sourit, on est très proches, mais j'ai été engagé en politique avant elle, que je le dis souvent en plaisantant, je le serai probablement après elle. C'est une ministre qui vient de la société civile. Après, bien entendu, on a des échanges très denses depuis de très nombreuses années. Mais le lien avec la formation, pour le coup, c'est plus un parcours personnel, puisque c'est l'engagement de toute ma vie professionnelle. François-Xavier, je vais vous interrompre. Pourquoi? Parce que vous êtes très bavard, vous expliquez très bien les choses. D'ailleurs, vous m'avez dit que vous siégiez dans plus de 40 organismes extérieurs de la région. Vous avez été le directeur de campagne pour l'Europe de Sylvie Goulard. Directeur adjoint, oui. Directeur adjoint, peu importe, vous étiez dans le staff de Sylvie Goulard, vous connaissez bien la cuisine électorale, et moi je voudrais, parce que nos auditeurs sont toujours un peu surpris du MoDem, le MoDem continue à exister, mais existe en s'alliant une fois avec la droite, une fois avec la gauche, une fois avec le milieu. Ici, vous, François-Xavier, en Rhône-Alpes, on va parler en Auvergne-Rhône-Alpes, comment ça se passe avec Laurent Wauquiez qui est très décrié au niveau national, aussi bien par ses partenaires républicains que bien sûr par ses adversaires. Comment est-ce qu'on met son poing dans sa poche et on laisse passer le train? On est content d'être élu à la région et donc on ne fait pas trop de bruit pour que ça ne se remarque pas trop? Où vous allez me parler de programme, de respect du programme sur lequel vous avez été élu. Les gens aimeraient bien comprendre, et comme on a le président du MoDem, on voudrait comprendre comment ça se passe. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous savez, le MoDem là-dessus a toujours été très constant depuis sa création en 2007. C'est que de toujours, nous avons dit que nous souhaitions pouvoir dépasser les clivages pour trouver des lignes de travail, des projets qui soient mis en œuvre, d'intérêt local lorsque c'est local, d'intérêt national quand c'est national. Non mais alors, parlons de la région. Mais mais c'est Parlons de la région. Mais c'est exactement la même chose, c'en est la déclinaison.
À la région, nous avons devant les citoyens, à l'occasion des dernières régionales, effectivement fait un choix qui n'allait pas de soi, c'est évident, de faire une coalition de travail avec les Républicains, l'UDI et le MoDem et un certain nombre de représentants de la société civile sur un programme d'action qui est ce qu'il est. Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord sur tous les sujets et en particulier sur les sujets nationaux? Non. Et régulièrement, nous avons exprimé une voix différente. D'abord, nous avons aussi un groupe indépendant au sein de la région qui prend ses positions en respectant le pacte de majorité dans lequel nous sommes inscrits. Et nous avons toujours eu cette attitude qui est de dire que nous étions les garants au sein de cette majorité d'un certain nombre d'engagements humanistes, mais aussi d'engagements très forts, par exemple sur la question qu'elle soit culturelle, sur la question de la formation, sur la question de l'humanisme dans... je vous parlais de la formation, ce qui est important dans la formation, c'est vice-président de la commission formation continue et apprentissage. Et ce qui est très important dedans, c'est que chaque profil dans notre société, chaque personne avec ses faiblesses, avec les accidents de vie qu'elle peut rencontrer, le rôle de la région là-dedans, c'est de remettre l'homme, l'individu au cœur de notre programme d'action publique pour l'accompagner dans une insertion par l'emploi. Bien entendu, il y avait des priorités. Une des choses que l'on a changé de façon très forte sur la question de la formation, c'est qu'on est beaucoup plus exigeant sur la façon dont on envoie des jeunes dans des formations sur des métiers en tension. C'est la majorité dans son ensemble, à laquelle je participe, avec la vice-présidente Stéphanie Pernot-Baudon, qui est issue des Républicains, avec Lionel Philippi, qui est issu de l'UDI, qui est le président de la commission, avec Jacques Blanchet, qui est un société civile. Donc ça marche très bien et vous arrivez à remplir les cases et tout le monde est content, c'est ce qui est important. Pas tout le monde est content, mais notamment les élus, bon, ils font leur boulot, mais vous vous adressez aux citoyens d'Auvergne-Rhône-Alpes et ceux-là trouvent que vous travaillez bien, c'est ça? Je vais pas vous dire que c'est facile tous les jours, non, c'est pas vrai. C'est une majorité c'est une coalition de travail, une majorité de rassemblement avec des gens qui sont pluriels, qui effectivement, et vous l'avez dit, n'ont pas les mêmes engagements que ce soit dans les communes ou à l'échelle nationale, parce qu'ils portent des choses différentes. Mais nous arrivons à construire au sein de cette majorité dans le respect de nos différences. Parfois, il y a des discussions qui peuvent être un peu fermes, un petit peu musclées. Parfois, d'ailleurs, nous ne votons pas ce que propose l'exécutif et la majorité quand ça nous paraît être vous êtes libre. Des choses importantes. On est libre, c'est ça. D'accord. On est toujours indépendant. Alors, vous êtes libre et indépendant. Vous avez une vice-présidente aussi, je crois, qui est issue de vos rangs. Non. À la région, un vice-président, Dominique Desprats, qui est en charge, et d'ailleurs ça représente bien ce qui est le supplément d'âme sociale qu'on peut apporter dans cette majorité, comme d'ailleurs dans la majorité nationale, puisqu'il est en charge de la santé, des politiques familiales, des politiques de la ville, des affaires sociales en général. D'accord. Alors on va revenir un peu à l'apprentissage, parce que la formation professionnelle c'est un peu votre dada, Xavier François Pénicaud, parce que... j'ai vu que Madame Pénicaud était en train de lancer un peu un grand débat sur la transformation de l'apprentissage et sur le fait qu'il n'y ait pas de sujet tabou. Alors ça plaît bien à la région, ça plaît bien au président Wauquiez, il n'y a aucun sujet tabou, tout doit être sur la table. Qu'est-ce que ça implique l'apprentissage en région Auvergne-Rhône-Alpes? C'est combien d'apprentis? C'est combien de CFA? C'est combien de dispositifs qui serait intéressant à dévoiler ici? Alors, d'abord, il faut bien savoir qu'il y a deux choses dans la réforme, tant dans la réforme que dans ce que l'on en fait en région. Il y a la réforme de la formation continue pour les adultes, sur lesquels il y a une concertation d'une part, et d'autre part, il y a l'apprentissage. Et de la même manière, d'ailleurs, à la région, ces deux champs qui sont très proches, d'ailleurs, nous avons fusionné les directions pour que ce soit mieux le cas, mais qui en même temps ne sont pas tout à fait les mêmes. Si on reste sur l'apprentissage très spécifiquement, vos questions, c'est en gros 48 000 apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes, et nous avons fixé l'objectif d'ici la fin du mandat d'arriver à 55 000, et on espère pouvoir aller au-delà. En termes de nombre de CFA, de centres de formation d'apprentis, on est à un peu moins de 90, à 87, sachant qu'il y en a certains qui sont, dont on est en train d'évaluer la possibilité d'ouverture. Donc on terminera peut-être la mandature plutôt à 90. Aussi, alors, vous avez des lycées professionnels. Sur Radio Judaïka. Vous avez des lycées professionnels, donc des lycées privés, qui portent ce qu'on appelle des unités de formation d'apprentis. Donc en lien avec un centre de formation d'apprentis, ce qu'on appelle hors les murs, c'est-à-dire que les centres de formation d'apprentis, c'est pas comme un lycée, c'est pas forcément une maison avec des élèves qui y viennent tous les matins et les après-midi. Vous en avez qui ont un centre administratif et qui vont porter
des programmes de formation dans des lycées, qu'ils soient publics ou privés. Vous avez des résultats intéressants sur des filières? Alors, il y a une tendance en ce moment assez significative qu'il faut dire, c'est qu'il y a un gros développement de l'apprentissage dans le supérieur. La majorité des créations de postes d'apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes depuis le début du mandat sont dans le supérieur. C'est-à-dire à l'université. Il faut bien penser que l'apprentissage, c'est un statut contractuel, et d'ailleurs on le comprend souvent mal, basé sur une méthode pédagogique qui est l'alternance. L'alternance, en gros, il y a 2 types de contrats qui les portent. Il y a le contrat pro, le contrat professionnalisant, le contrat de professionnalisation, pardonnez-moi, et le contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, aujourd'hui, était très très sous-utilisé, l'est encore, dans le supérieur, parce que l'apprentissage, ce n'est pas le plombier. Voilà. Ce n'est pas que le plombier. L'apprentissage, c'est par exemple aussi quelqu'un qui va faire de l'ingénierie logistique. Vous avez une plateforme transport, quelqu'un qui va gérer des stocks, qui va gérer des achats, qui va gérer des chargements, qui va gérer du management en entreprise. On peut se former avec des contrats d'apprentissage dans des fonctions supérieures de niveau licence. L'IUT d'ailleurs, Lumière Lyon 2 et l'IUT de Lyon de façon générale, est un IUT qui fait de la formation très massivement par apprentissage sur des fonctions tout à fait dans le tertiaire. Donc, voilà. Vous pouvez vous former à la plomberie, vous pouvez vous former à la maçonnerie, vous pouvez vous former à la chaudronnerie, vous pouvez vous former au métier des arts, vous pouvez vous former à la comptabilité, vous pouvez vous former à la gestion, au management, par la méthode de l'apprentissage. Le problème, c'est qu'on a donné le sentiment que l'apprentissage, au lieu d'être une filière d'excellence pédagogique, ce qu'elle est, parce qu'elle a des résultats en termes d'insertion professionnelle et de qualité des personnes qui sont formées derrière. C'est-à-dire que les entreprises en sont très contentes. Ces allers-retours entre la formation de fond théorique, on va dire, et la pratique de terrain avec un maître d'apprenti qui va faire toute cette passation d'expérience, elle est extrêmement précieuse, en particulier dans une société où il y a un vieillissement de la population et un risque de perdre des savoir-faire très importants. Alors justement, perdre des savoir-faire très importants, c'est François-Xavier Pénicaud. Oui. Voilà, je crois que j'ai dit Xavier François Pénicaud, excusez-moi. François-Xavier Pénicaud. Alors, perdre des savoir-faire. On est à Radio Judaïka, il y a un lycée professionnel qui s'appelle l'Hort. Vous êtes déjà allé le voir J'en ai jamais eu le plaisir, mais je serais ravi d'y aller. Qui est un lycée professionnel, vous savez, c'est les écoles professionnalisantes. Et vous travaillez comment, du coup, avec les écoles professionnalisantes privées ? Alors, on passe des contrats d'objectifs, en fait, généralement, avec elles. Ça passe très bien. D'ailleurs, c'est une des évolutions assez positives dans cette mandature, parce que la précédente majorité avait tendance à dire non, nous, on ne travaille qu'avec le public, on ne doit pas travailler avec le privé. Nous, on a voulu, dès le départ, dire non. Les lycées privés, ils sont des partenaires de la formation majeurs. C'est un peu démocrate chrétien, cette histoire, non ? Enfin, ça plaira beaucoup à nos auditeurs parce qu'à Radio Judaïka, on est sur des écoles privées et on aime bien qu'elles soient aussi financées, mais ça a un côté Alors, moi je me revendique tout à fait un héritier de la démocratie chrétienne, mais laïque. Mais on ne doit pas opposer la problématique de la laïcité à celle du travail avec donc école privée, école publique, pour vous c'est la même chose? C'est pas la même chose, elles ont une place dans la société qui est différente. Non, je vais pas dire ça. En revanche, il est normal qu'on travaille avec eux, parce que pourquoi on dirait ceux qui travaillent dans les lycées privés pour des raisons qu'elles soient confessionnelles, mais la seule différence c'est que dans un lycée privé les parents payent en plus des subsides des collectivités locales. Alors je pense que c'est pas la seule différence, parce que sinon personne n'irait. Je crois qu'il y a aussi des projets d'établissement qui sont différents, oui, et c'est une grande différence. Et c'est légitime et c'est normal.